et je vais donc passer la parole à Tristan Matelard, qui nous fait également l'honneur de donner la conclusion de ces journées d'études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Vous m'entendez? Bien, on vous entend très bien. Oui, ok. Merci Jérôme, merci Marie-Èva, merci Jaërcio de m'avoir invité. C'est un privilège pour moi de dire quelques mots à la fin de ces 2 journées absolument passionnantes consacrées donc aux représentations des minorités ethno-raciales dans l'audiovisuel français. Donc, je voudrais dire la richesse de ces 2 journées qui ont été bien au-delà du sujet qui avait été posé. Et je voudrais donc juste récapituler un certain nombre d'apports de ces journées. Alors, je vais partir de la fin et donc de la présentation de Rodney Benson. Donc sur son étude comparative entre les États-Unis et la France, sur la couverture, plutôt les cadrages de l'immigration à la télévision américaine et française. Cette étude est intéressante parce qu'elle permet de voir des récurrences entre 2 pays au système télévisuel bien différents, entre le cadrage et donc deux cadrages majeurs, le cadrage humanitaire, le cadrage menace à l'ordre public, et donc les immigrés, puisque c'est de ça qu'il est question, c'est de ces 2 dont il est question là, donc présentés comme de manière assez négative d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on a l'habitude de critiquer aussi beaucoup les informations françaises, et ce cadrage comparatif permet de mettre en regard avec ce qui se passe ailleurs, et c'est tout à fait intéressant. Autre élément intéressant, et qui, je crois, n'a pas été assez souligné pour la question qui est ce qui nous a occupé pendant ces 2 jours majoritairement, c'est la différence entre public et privé. Alors, j'ai un petit regret, mais rassurez-vous, c'est le seul pour ces journées. Un petit regret, c'est que l'on n'ait pas eu le même type de panorama que celui offert par Rodney Benson pour la fiction. Ça aurait été intéressant. Évidemment, on fait avec les moyens du bord. Ça aurait permis d'objectiver un certain nombre de choses, et de parler avec plus d'assurance sur la nouveauté du numérique par rapport à les changements de représentation qu'induit celui-ci par rapport aux médias généralistes. Je crois que là, il y a un vrai besoin. Alors, Rodney Benson a souligné la difficulté de mener ce type d'analyse sur les cadrages. Difficultés méthodologiques, de ces difficultés méthodologiques, il a été aussi question dans la communication de Mathieu Arbogast, et son approche quantitative permettait d'établir en tout cas que la population fictionnelle au prime time français était très largement blanche. Alors, l'autre intérêt de l'intervention de Rodney Benson, c'est au-delà de proposer donc une étude de la représentation, d'essayer de chercher, même s'il a été contraint par le temps, essayer de chercher des causes à ces problèmes de représentation. Et les pistes qu'il nous a données, elles avaient trait au format de la télévision, des formats courts, souvent, sauf sur PBS. Elles avaient trait aussi, ces pistes, pour comprendre ces raisons, à l'économie des chaînes et aux moyens, évidemment, dévolus à la couverture de ces questions donc d'immigration. Alors, ce qui est vrai pour l'information, là, pour le coup, c'est aussi vrai pour la fiction. Et ces éléments-là, ils ont été bien documentés au cours de ces 2 jours
moi, c'est un des éléments qui m'a particulièrement intéressé. Sarah Lécossais, hier, nous a dit assez rapidement que au cœur de la fabrication de stéréotypes par la télévision française, il y a la dimension industrielle de la production de fiction, la rationalisation du mode de production, les impératifs marchands, je la cite, sont des forces d'invisibilisation des minorités ethno-raciales, donc sur les télévisions généralistes. Et le travail qu'elle a opéré sur les interviews qu'elle a récupérées et le travail qu'elle réalise avec les scénaristes montre bien la dimension structurelle des obstacles auxquels sont confrontés ceux qui veulent faire avancer cette représentation des minorités ethno-raciales. C'était très intéressant de voir comment des scénaristes qui se montrent pour beaucoup, semble-t-il, sensibles à ces questions, voient leurs envies de traiter ces questions de société, s'offrir être confronté à des obstacles de la part des chaînes. Et il faudrait qu'on identifie mieux à l'avenir, sans doute, les obstacles au sein de ces chaînes. On a aussi entendu Muriel Billot, qui nous a parlé de son expérience de comédienne, et qui nous a dit les rôles dans lesquels elle était assignée véritablement, prostituée, femme de ménage, donc sans papier. Elle nous a parlé de sa fureur à l'obligation dans laquelle on l'a laissé de prendre l'accent africain. On frémit lorsqu'on entend ce type de témoignage. Donc, autant d'éléments qui permettent de comprendre tous les obstacles et combien le chemin est encore long pour régler ces questions et combien il est difficile de faire bouger les lignes. Je crois que c'est une expression de Sarah Lécossais. Alors, ce qui était intéressant aussi au cours de ces 2 jours, c'était de voir les tensions au moment de la production. Parce que, évidemment, la télévision, c'est compliqué. Et on a senti les scénaristes dont je parlais tout à l'heure, les scénaristes qui essayent de faire bouger les lignes, même si le rapport de force ne leur est pas toujours favorable. La présentation de Déborah Gay, elle faisait état des micro-résistances, c'est le terme qu'elle employait, des comédiens, des 2 comédiens appartenant à une minorité ethno-raciale de la web-série qu'elle étudiait, et comment est-ce qu'ils se battaient pour essayer de défendre une vision moins stéréotypée que celle qui avait été prévue par la production, par le réalisateur ou le scénariste. J'ai trouvé ça drôlement intéressant. Ce qui apparaissait aussi assez clairement, c'était la nécessité de ne pas penser l'espace audiovisuel français, ou télévisuel français, même si je n'aime pas cette métaphore spatiale, comme un espace uniforme. Il faut, nous ont dit beaucoup d'intervenants, il faut voir la variété. Et beaucoup ont dit que sur Canal+ et sur Arte, et on vient encore d'entendre Rodney Benson nous dire que Arte est à part en matière d'information, mais on en avait déjà entendu parler en matière de fiction. Sur Canal+ et sur Arte, même sur OCS, pour ne parler que des chaînes françaises, il y a plus de liberté que sur les chaînes généralistes. Alors, les différents constats convergeaient dans une même direction, c'est la nécessité de faire bouger quand même les choses. Et donc, cela nous amène à un autre des grands axes qui a organisé la réflexion de ces 2 journées, c'est celui des politiques de diversité. On nous a rappelé l'importance de ces politiques de diversité. Evelia Mayenga et Maxime Servul ont rappelé que le déclencheur final, parce qu'il y avait il y a eu toute une généalogie avant ce déclencheur, ce sont les révoltes urbaines.
Donc le gouvernement français prend conscience de la nécessité. Donc, pour assurer la cohésion sociale, ça a été rappelé par Maxime tout à l'heure, donc d'améliorer la représentation des minorités ethno-raciales. On commence à parler officiellement de discrimination audiovisuelle. Et donc, nécessité est faite à la télévision de mieux représenter, de mieux refléter la réalité française. Donc, on aurait pu revenir un peu en arrière parce qu'il y a une longue généalogie de ces politiques de diversité. Et si on avait esquissé cette généalogie, on se serait rendu compte que à chaque fois que des efforts sont faits pour améliorer cette représentation des minorités ethno-raciales, cela correspond à un moment de grande crise sociale, de grande crise politique, de grande crise économique. Depuis les années 70, puisqu'on peut revenir aux années 70, à chaque fois, ça correspond à un moment de crise. Et donc, il faut qu'il y ait un danger imminent pour que le gouvernement s'intéresse à ces questions. Alors évidemment, diversité, notion éminemment molle, notion floue, indéterminée, donc plastique, c'est ainsi qu'Evelia et Maxime en ont parlé. Et il était intéressant d'entendre Evelia nous expliquer comment est-ce que cette plasticité, elle permet à des acteurs aussi différents que le CNC, ou l'accès quand il existait encore, d'avoir des interprétations très différentes et de mener des politiques au nom de la même politique de diversité différentes. D'un côté, dans le prolongement de son engagement traditionnel, le CNC, pour mieux refléter la réalité française, en accord avec les dispositions prises par Jacques Chirac. Et puis de l'autre côté, pour l'accès, au contraire, la nécessité de promouvoir des professionnels issus des minorités ethno-raciales. Seul facteur majeur qui permettra d'améliorer les représentations. Donc ne pas jouer seulement sur la diversité représentée à l'écran, mais aussi cultiver un vivier de talents. Donc l'intervention de Maxime a rappelé à très bon escient que le public est le grand oublié de ces politiques de diversité. C'est le point aveugle de ces politiques de diversité. C'est intéressant, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on avait aussi souligné le fait que le public, c'est celui au nom duquel on ignore les questions de diversité du côté des diffuseurs. Un des intervenants ou une des intervenantes a dit « Oh non », ça a expliqué que certains projets n'étaient pas mis en œuvre ou certains personnages n'apparaissaient pas à l'écran, avec l'argument de « Oh non, ça ne va pas plaire au public ». Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que le public veut et sur ce que le public pourrait vouloir. Donc ça, c'est une question essentielle que ce public, tant pour une meilleure connaissance du public, tant pour les diffuseurs que pour les autorités donc en charge des politiques de diversité. Donc, inviter le public à la table des politiques de diversité, pour continuer l'idée de Maxime, ce serait lui donner un droit de regard sur ces politiques qui sont menées en son nom, et on ne peut que le suivre dans cette proposition. Alors, des critiques à l'égard des politiques de diversité, évidemment, mais en même temps, les professionnels qui ont été invités, notamment hier dans la table ronde, ont tous souligné l'importance de ces politiques. Muriel Biot disait bien que cela avait changé les rôles qu'elle pouvait maintenant, qu'on lui confiait maintenant, qu'elle avait beaucoup plus d'opportunités. Hélène Camouilly de France Télévisions aussi, souligne les apports de cette politique, les apports du baromètre de la diversité du CSA,
Elle nous a expliqué qu'il fallait que Lucide lui permettait de donner un coup de semonce à nos équipes, c'est les mots qu'elle a employés, donc comme un levier pour faire bouger les choses, du moins c'est le discours qu'elle tenait. Mais tous aussi souligner la lenteur donc des avancées de ces politiques. Jennifer Padjemi a dit il y a encore un problème. Hélène Camouilly elle-même, qui n'avait de cesse de mettre en avant donc son action au sein de France Télévisions, reconnaissait pourtant qu'il y avait encore du travail. Alors dans ce contexte, où il y a encore beaucoup de travail, dans ce contexte, le numérique, Internet est vu comme un moyen de dépasser les pesanteurs donc du secteur télévisuel, au moins de la télévision généraliste. Hélène Camouilly l'a dit sans détour, c'est par le numérique qu'on va y parvenir à intégrer véritablement la diversité au sein de France Télévisions. Pourquoi ? Eh bien parce que ce numérique, il permet de toucher les jeunes, donc jeunes qui sont plus susceptibles d'être intéressés par cette diversité. Alors, ce numérique, il a même été, il faut le dire, à certains moments idéalisé par certains intervenants. Juan Masseña explique que la diversité a trouvé le chemin. Et le chemin de cette diversité, c'est le web, c'est Internet, pour utiliser ces mots. Alors, attention, parce que le numérique, le web, Internet, ce sont des entités un peu vagues. On ne peut pas à la fois essayer de faire la différence entre les chaînes privées et publiques, les chaînes généralistes et thématiques, et considérer le numérique comme un grand ensemble ou Internet comme un grand ensemble. On a affaire à un ensemble hétérogène et qui comporte des rapports de force et des logiques qui le structurent, qu'il ne faut pas oublier au nom de la diversité. Alors, donc, sont apparus pendant ces 2 jours, et c'est l'intérêt de ces journées, puisqu'il s'agissait de réfléchir des télévisions aux plateformes, sont apparues des utilisations différentes qui sont faites du web par des acteurs différents, et c'était tout à fait passionnant. Alors, premier point, le numérique est apparu ce matin, donc comme un moyen pour les groupes minorisés de faire entendre leur voix, une voix peu audible dans les médias. Et Jaircio da Silva, dans les podcasts, nous a expliqué que grâce à ces podcasts, les militants qu'il analyse réussissent à créer, je le cite, des espaces médiatiques indépendants. C'est un moyen de faire circuler, évidemment, un discours alternatif sur les catégories ethno-raciales. Et on le suit tout à fait dans cette démonstration. Il a parlé de ces espaces, ou plutôt des supports à l'aide desquels on crée ces espaces, comme autant de micromédias. Ariane Benoliel, elle a montré comment des collectifs féministes antiracistes utilisaient les réseaux sociaux numériques, notamment Facebook, le plus utilisé, comme un moyen pour ces collectifs de rendre compte de leurs actions et de défendre leur identité collective, et pourquoi pas gagner quelques militants supplémentaires. Alors lorsqu'elle parlait, moi je me suis posé la question, est-ce que ces groupes qui se réclament de la gauche radicale et de l'anticapitalisme, donc ont une vision critique de Facebook et d'autres plateformes. Est-ce que ces groupes développent aussi un discours critique à l'égard de ces plateformes ? Mystère sur ce point-là. Mais on en discutera, Ariane, un autre jour.
Alors là, évidemment, tout de suite, on rentre dans les limites de l'espace numérique. Marie-Eva Le Saunier a expliqué hier, attention, l'espace numérique, c'est aussi un espace de contrainte. Ben oui, évidemment, c'est un espace de contrainte. Il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté les médias qui seraient soumis aux contraintes socio-économiques et politiques, et l'espace numérique qui, lui, serait libre de toute contrainte. Et ces contraintes, elles sont importantes à analyser, et elles ont été bien soulignées. Jaircio a parlé de la situation de précarité dans laquelle était, précarité matérielle et esthétique, a-t-il expliqué, dans laquelle se trouvaient les podcasteurs qu'il étudiait. C'est très important, ça. Et c'est un élément précarité, c'est un élément et un mot d'ailleurs qui est revenu à plusieurs reprises. Déborah Gay a aussi évoqué la précarisation de ceux qui travaillent sur les web-séries. Ce n'est pas le même espace numérique, mais là aussi, il y a précarisation. Ben oui, une précarisation qui existe dans les entreprises de production traditionnelles également, mais qui est encore accentuée sur le numérique. Le numérique, nous a dit Déborah Gay, c'est travailler plus pour moins d'argent. Donc, le numérique, on l'aura compris, c'est un espace d'opportunité, bien sûr. Je ne veux pas jouer le rabat-joie. C'est un espace d'opportunité, bien sûr, mais c'est un espace d'opportunité contraint et il faut saisir ces contraintes. Alors, lorsqu'on a en tête opportunité et contrainte, on pense à Netflix. J'ai été saisi par le fait qu'on a fait référence sur la question de la diversité à Netflix plusieurs fois. Juan Macieda a souligné de nombreux producteurs qu'il connaissait, allaient voir Netflix, voyant leur projet refusé par les producteurs français. Et cette réflexion de Juan a débouché sur un échange intéressant. Jennifer Padjemi a souligné la capacité de Netflix à capitaliser sur les questions de diversité, mais dans une approche marketing. Elle l'a dit tout de go, Netflix est là pour faire de l'argent. Avec Orange and the New Black, il a trouvé le moyen donc de toucher des publics transnationaux et de capitaliser sur cette question. Elle a appelé ça le bingo de la diversité, une formule magique, une femme noire, un homosexuel et un handicapé, et hop, je réussis à toucher des téléspectateurs. C'est l'expression qu'elle a employée. Et ça, c'est intéressant. On pourrait mettre cela en rapport avec ce qui a été dit donc, ce matin par Mehdi Derfoufi, lorsqu'il a présenté son passionnant ouvrage que je lirai avec beaucoup de plaisir, donc sur les stratégies des éditeurs de jeux vidéo, stratégie qu'il a caractérisée de stratégie de marketing de la diversité. Et ça rejoint évidemment ce qu'a dit cet après-midi Emmanuel Brunel sur le constat que font les publicitaires. La diversité, elle est bonne pour le business. C'est en ces termes-là que cela a été expliqué. La diversité, c'est bon pour le business et c'est bon pour le business de Netflix. Mais attention, dans toutes ces discussions qui postulent que Netflix est un agent de diversité culturelle, il manque quand même un drôle d'élément. Je ne peux pas à la fois regretter qu'on n'ait pas eu, dans le cadre de la journée, un exposé des représentations un peu exhaustives donc, de la diversité dans les fictions, et laisser dire que Netflix est un agent de diversité, alors qu'on n'a pas d'études de représentation de la dite diversité sur Netflix. Quel type de diversité ? D'abord, est-ce que dans le catalogue, c'est véritablement de la diversité ? Quel type de diversité ? Quel type de diversité marchandisée aussi, peut-être ? Et puis, il y a la question de l'algorithme. À ne pas oublier celui-ci. Est-ce qu'il est compatible avec certaines notions de diversité ? Je ne sais pas. C'est des questions ouvertes. C'est ça qui est enthousiasmant dans ce champ. C'est que là, on sent qu'il y a quelque chose d'énorme qu'il faut attraper et on est encore en train de se demander comment l'attraper. Mais il faut faire attention à ne pas être
ne pas tomber dans le piège des discours enchantés sur Internet, agent de diversité, et encore plus Netflix comme agent de diversité. C'est quand même une entreprise privée qui vise le profit. Ce qui est certain, c'est que, comme l'a expliqué Maxime Servul, la question des plateformes donc crée une pression, une formidable pression pour revoir la question de la diversité. On ne peut pas ne pas se poser la question comment faire pour intégrer celle-ci dans le périmètre de l'action de la diversité. Mais c'est difficile. C'est difficile et il y a des précédents. Avant les plateformes, il y avait les chaînes de télévision par satellite. Il y a eu avant encore les vidéocassettes que pouvaient consommer toutes les populations. Et pour la France, les télévisions par satellite n'ont pas été intégrées, n'ont à aucun moment été intégrées dans les dispositifs de diversité, ou quand elles ont été intégrées, n'ont été intégrées que celles qui avaient reçu le visa du CSA, celles qui étaient conformes aux attentes des politiques d'intégration françaises. Donc voilà. Alors le numérique, et j'ai presque fini, rassurez-vous. Le numérique, c'est évidemment la capacité d'accès à des contenus venant des quatre coins du monde. Netflix l'illustre parfaitement. Et donc, le web offre des supports à ce que Maxime a appelé les tactiques d'évitement que peuvent mettre en œuvre certains téléspectateurs qui ne se retrouvent pas sur les écrans nationaux et qui vont aller grappiller des éléments sur d'autres écrans pour chercher ailleurs des signes d'identification. Et là, la démonstration de Chloé Lou est très claire. C'est ce qu'elle explique très bien au sujet des descendants d'immigrés asiatiques en France. Elle montre très bien comment le regard critique de ces interviewés sur la télévision française ou sur les productions hollywoodiennes d'ailleurs, où ils se sentent peu représentés, les a poussés à consommer sur différents supports des films ou des dramas asiatiques. Donc voilà. Alors j'arrive au dernier point avec le numérique. Avec le numérique, on est dans l'instantané, on est dans la dernière vague, on est dans la dernière mode. Et il y a un piège avec le numérique, c'est d'oublier l'histoire. C'est C'est revenu à plusieurs reprises. Et c'est là-dessus que je finirai. On a parlé du numérique, mais avant le numérique, il y avait eu la possibilité pour les minorités ethno-raciales d'avoir accès à des programmes de radio, s'ils le voulaient, d'avoir accès à des audiocassettes, après, d'avoir accès à des vidéocassettes, de consommer des télévisions par satellite. Et c'est encore une réalité bien palpable, même si maintenant ça passe par les box Internet en général. Donc, il ne faut pas oublier ces éléments-là. Il y a une longue généalogie donc, de ces branchements transnationaux que permet maintenant donc, le web. Et c'est la même chose pour les micromédias étudiés par Jair Sio. Ces micromédias donc, que créent ces podcasteurs, ils s'inscrivent dans une longue filiation. Je suis en train de lire actuellement une thèse consacrée aux radios, et le titre doit être « Les radios de l'immigration ». Ça porte sur les radios qui ont été créées au début des années 80, donc par des immigrés, par des personnes issues de l'immigration ou par des Algériens, des Marocains ou d'autres encore. Les radios Beurre, les radios Berbères, les radios Soleil, qui ont beaucoup fait pour ouvrir un champ à l'expression d'une voix. Et il est essentiel, me semble-t-il, de penser ce qui se passe aujourd'hui aussi au regard
de ces formidables initiatives qui ont été prises il y a plusieurs décennies ou d'autres, avec la presse évidemment. C'est essentiel parce que les obstacles auxquels se sont heurtés souvent ces militants, c'était souvent des militants qui étaient des bénévoles et des militants qui étaient à l'origine de ces radios, ils se sont heurtés à toute une série d'obstacles à cette époque-là aussi. On chantait la gloire de la nouvelle technologie libératrice. Il y a la nécessité de négocier avec l'État, la nécessité de trouver un modèle économique viable, la nécessité de s'institutionnaliser, l'épuisement du bénévolat a fait que ces radios ont souvent évolué dans un sens assez différent des idéaux de départ. Cette histoire est importante à avoir en tête pour éclairer le présent. Et le présent, c'est mes félicitations pour ces 2 journées absolument passionnantes. Donc voilà, merci à tous les 3 et je vous cède la parole. J'ai obligation de vous céder la parole, de toute manière je ne comptais pas la voler. Merci beaucoup.